Dimanche 22 octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur le plateau de la télévision. Aujourd'hui, c'est un économiste et homme politique béninois, Dr Bertin Kovi. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari ce soir donc pour parler de votre présence ici au Niger depuis le 19 octobre dernier. Vous êtes en effet sur le territoire nigérien dans le cadre des événements qui se déroulent au Niger, puisque vous le savez, chers téléspectateurs, que depuis le 26 juillet dernier, le Niger a de nouvelles autorités, celle du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui essaie donc de redonner à notre pays son indépendance et son indépendance donc. Et c'est dans ce cadre donc que le docteur Bertin Kovi est dans notre pays pour soutenir donc le peuple nigérien dans sa lutte pour l'affirmation de sa souveraineté, de son indépendance, mais également et de facto donc les nouvelles autorités. Merci vraiment docteur donc de répondre à nos questions ce soir sur la télévision Labari. Alors je disais que vous êtes un homme politique béninois au-delà de votre casquette donc d'économiste. Alors au lendemain de ces événements du 26 juillet dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a pris un certain nombre de décisions, de sanctions contre le Niger. Déjà le jour même, on va dire le 26, le président du Nigeria, Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, et le président béninois, Patrice Talon, se sont réunis donc pour dégager une position par rapport aux événements qui se déroulaient à l'époque. Et vous, on vous connaît comme un homme politique qui soutient justement le président Patrice Talon. Cette position que le président Patrice Talon et le président Tinubu ont prise déjà donc au jour de ces événements du 26 juillet dernier. Vous l'avez contesté. Ça a été une grande surprise pour beaucoup. Un politicien qui soutient le président béninois Patrice Talon, qui s'oppose à lui par rapport à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez revenir un peu pour nos téléspectateurs sur les raisons fondamentales qui font que vous opposez à cette prise de position du président béninois Patrice Talon et disons de la CEDEAO de façon générale? Ben, je vous remercie. C'est curieux, vous avez fait des enquêtes sur ma personne et ça me surprend que vous sachiez ce détail-là. Effectivement, le président Patrice Talon et le président Tinubu ont pris parole et ont pris position déjà à environ 22 h le 26 juillet. Et ils condamnaient déjà et le Niger et son peuple et les nouvelles autorités sans y être allés. Alors moi, je suis psychologue de la communication. J'ai pensé que pour prendre de telles mesures, il fallait au moins quand même aller parler avec les Nigériens, y compris les nouvelles autorités, avant de prononcer une sanction ou bien de menacer. Je soutiens le président Patrice Talon et pour lui éviter justement de faire cette erreur, j'ai dit je m'oppose à cela. C'est curieux, je me suis levé à 4 h du matin. Après l'avoir écouté, j'ai ressassé. J'ai dit non, si je le soutiens réellement, il faut que je lui dise non, afin qu'il ne détruise pas une amitié, une fraternité, une condamnation à vivre ensemble que Dieu a imposée au Niger et au Bénin. Vous savez, le Niger et le Bénin, c'est comme les dents et la langue qui sont condamnés à vivre ensemble. Donc, je ne pouvais pas soutenir cela. Et la meilleure façon de soutenir le président Patrice Talon, c'était de s'opposer à lui dans ce cas de figure. Donc déjà le 27, on va dire. Mais comment est-ce qu'il a pris cette, disons, cette interpellation que vous lui avez faite? Ah, mal, parce que j'étais vu comme le porte-parole, le porte-voix du parti présidentiel. Je ne le suis plus. Et le bureau politique où je devais être avec d'autres, on m'a empêché de l'être. Okay. Et le congrès qui se déroulait après que j'ai organisé une séance de prière en faveur du Niger et du CNSP à Malanville. J'ai quitté Malanville à 17 h. J'arrive à Cotonou à 4 h du matin parce qu'on avait un congrès. Et c'est à l'entrée qu'on me dit que mon invitation... enfin, bon, il y a eu erreur sur l'invitation, donc je n'ai pas été admis. Mais je ne regrette rien. Okay. Je préfère dire la vérité et tout perdre que de mentir pour des intérêts qui vont nous détruire demain. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez, vous n'essayez pas aussi de comprendre la position du président Patrice Talon, puisqu'il est quand même, on va dire, membre de cette communauté, donc de la CEDEAO. Est-ce que c'est véritablement leur position personnelle à eux, les différents chefs d'État de la CEDEAO, ou c'est juste une logique
de dynamique de groupe qu'il fallait suivre, de respect de certains nombres de principes et de textes de la CEDEAO qu'ils ont juste appliqués. Voilà, là je suis totalement d'accord avec vous. En réalité, ce que j'ai condamné, c'est de prononcer le verdict déjà de condamnation du Niger, alors que personne n'est venu au Niger sans que ce qui se passait. Parce qu'au départ, moi je leur ai dit, moi j'ai toujours été, je peux me tromper, mais j'ai toujours pensé que si quelqu'un a réellement permis à ce que le mouvement du 26 juillet réussisse, c'est bien Patrice Talon et Tinubu. C'est leur communication qui a rédit le CNSP. C'est ma lecture, hein, je peux me tromper. Alors donc, ce que je condamnais, ce n'est pas qu'on condamne un coup d'État, puisqu'au départ, ce n'était pas encore un coup d'État. Ils ont pris parole quand le CNSP n'avait pas encore dit « nous avons fait un coup d'État ». Fait sa déclaration. Fait sa déclaration. Donc, il y avait un mouvement au Niger. Ils auraient pu juste venir parler avec les autres pour dire « écoutez, ce que vous voulez faire là, ce n'est pas bien ». Peut-être que cela ne serait pas devenu un coup d'État. Mais ils n'avaient encore aucune preuve de coup d'État. Et ils condamnaient déjà. C'est ce contre quoi je me suis opposé. Maintenant, j'ai fini par continuer de m'opposer à cause des sanctions qui ont été prises, qui ne sont pas du reste des prérogatives de la CEDEAO ni de l'UEMOA. Le président Bazoum, que j'aime citer en la matière, disait au président français Macron que lui, dans le cas du Mali, qui n'a pas fermé la frontière avec le Mali, parce que les tests de la CEDEAO ne le permettaient pas. Ne prévoyez pas. Ne prévoit pas ça. Il n'y a rien. Mais la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, Union économique et monétaire. Mais d'où ça vient qui se mêle de politique au point de détruire le vivre ensemble économique de nos pays. En réalité, ce que j'ai fait, c'est moi qui suis dans la légalité. Et le président Patrice Talon sait, et je lui enlève le chapeau, mon président, je n'ai rien contre vous, et vous le savez bien. Mais je ne peux pas me permettre de vous laisser faire une erreur comme les autres le font. D'accord. Alors, justement, ces sanctions ont été prononcées donc, aux 4 jours à l'issue d'une session extraordinaire, donc la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et toutes ces sanctions, sur lesquelles on va bien évidemment pas revenir, ont été prononcées. Les frontières ont été formées, notamment la frontière entre le Niger et le Bénin. Et là-bas, une équipe de la télévision Labari s'y est rendue quelques jours après la prise de ces sanctions pour constater comment est-ce que ces sanctions sont vécues au niveau de la frontière entre le Niger et le Bénin. L'équipe était au niveau de la ville de Gaïa, c'est la dernière ville nigérienne sur la frontière avec le Bénin. Je propose justement, pour avancer dans notre échange, de revenir sur ce reportage réalisé par nos reporters Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. Situé dans la région de Dosso, à quelques 150 km de la ville, le département de Gaïa se positionne par rapport à Niamey au sud-est sur une distance de 289 km. Il s'agit de la principale porte d'entrée de marchandises destinées au marché nigérien. Le département occupe ainsi une place stratégique pour l'économie du Niger. Tout différent entraînant la suspension des activités affecte fortement l'économie locale avant de se répercuter sur le plan national. Espérant une solution au plus vite, les commerçants disent que leur chiffre de grangol déjà en chute libre. Nous espérons une issue favorable à cette situation. La fermeture de la frontière impacte beaucoup sur les activités. Tant qu'il n'y a pas d'échanges commerciaux, il ne peut qu'y avoir des conséquences. Depuis la fermeture de cette frontière, nous avons plusieurs difficultés. Mais je peux vous citer un parmi tant d'autres. Depuis que la frontière est fermée, vous n'êtes pas sans savoir que Gaïa est un carrefour, une ville frontalière avec le Bénin et le Nigeria. Il faut vous dire que la plupart de nos clients viennent du Bénin et du Nigeria. Depuis que la frontière est fermée, nous avons un manque à gagner parce que nos clients du Bénin et du Nigeria n'arrivent plus à avoir accès à cette ville. Et nos recettes ont considérablement baissé. C'est réciproque aussi pour les Bénin et les Nigeria. Ils en souffrent aussi de la fermeture de cette frontière. Les Béninois et les Nigériens, disons, nous sommes tous des frères. Les Béninois et les Nigériens se ravitaillent à partir du Bénin, ils se ravitaillent à partir de Gaïa, ils se ravitaillent aussi à partir du Nigeria. Vous voyez, non, c'est un commerce circulaire qui se passe à ce niveau-là. Tout le monde en souffre. Et moi, je souhaiterais à ce que vraiment la réouverture de cette frontière ne doit pas prendre assez de temps.
Pratiquement tous les secteurs qui dépendent de la frontière sont affectés par la fermeture des frontières. C'est le cas de ceux qui facilitent le passage des camions en provenance du Bénin. L'impact, vous savez, Gaïa, au fait, Gaïa, tout tourne autour du transit. Au fait, tout tourne autour de la douane. Donc, si la douane est impactée, ce serait tout le secteur du commerce, des transports et tout qui va le sentir. Donc, vous voyez, on a fait le tour avec vous, vous verrez peut-être partout les bureaux sont fermés. Et pour qu'il y ait des déclarations, pour qu'il y ait transit, il faut d'abord des marchandises. Et voilà que nous avons des marchandises qui sont bloquées de l'autre côté. Donc vraiment, pour le sacrifice, pour tout, on se donne. Mais ça impacte beaucoup sur l'économie de la région. D'ordinaire, et selon toujours le secrétaire général de la sous-section du syndicat des transitaires à Gaïa, pas moins de 200 à 300 camions rentrent et ressortent chaque jour dans ce bureau. À titre estimatif, le manque à gagner pour l'État et ceux qui en dépendent peut se valider à plusieurs millions de francs CFA jour. Cet espace frontalier compris entre le Niger et le Bénin fait en effet partie des zones ouest africaines où les échanges commerciaux sont les plus florissants. Cette zone, faut-il aussi le rappeler, est marquée par une forte solidarité entre les populations frontalières, victimes aujourd'hui d'une incompréhension de ses dirigeants. En effet, depuis que les militaires ont pris le pouvoir au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'a pas fait de concession à décider d'une batterie de sanctions sur un peuple qui peinait déjà à faire face aux péripéties de la vie. Boubacar Ibrahim Abdou depuis Gaïa pour la radio et télévision Labari. Voilà, donc docteur, c'était ce reportage que l'équipe de reporters a réalisé il y a quelques semaines, juste après donc les sanctions qui ont été prises contre notre pays par la CEDEAO. Gaïa vit donc durement ces sanctions, les populations je veux dire, mais on a senti une certaine, disons une forme de résilience. C'est dur, mais la population essaie de quand même vivre cela malgré elle. Qu'en est-il du côté béninois, puisque malheureusement pour l'équipe de télévision Labari, ils n'ont pas pu accéder de l'autre côté de la frontière, la ville de Malanville notamment. Comment est-ce qu'aujourd'hui aussi ces sanctions sont vécues du côté béninois par les populations, disons ces sanctions que la CEDEAO a imposées, vous qui venez du Bénin, même si je rappelle au passage que vous ne vivez plus au Bénin, vous êtes plus ou moins dans une forme d'exil quelque part, c'est bien cela? Oui, bon alors, le 5 septembre 2023, j'ai organisé des séances de rencontres de mobilisation avec les populations de Malanville. C'est la ville de l'autre côté de l'autre côté. D'ailleurs, Gaïa, Malanville, Karimama et l'autre côté sont dans le Dendiganda. Donc, donc il y a une... Alors, Malanville vit de plein fouet, peut-être même pire que Gaïa. Au moins, Gaïa est dans le Grand Niger, mais Malanville, c'est la catastrophe. La mairie n'arrive même plus à survenir aux besoins de la ville parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est une ville marché, une ville frontalière, qui est coupée de toute activité. Et Malanville a le drame d'avoir pratiquement 27 km de route, 27 km de camions alignés les uns après les autres. Donc c'est dur pour les populations. Nombreux se sont noyés à vouloir traverser par les pirogues. Ouais. D'ailleurs, je suis allé offrir des chambres à air pour qu'ils mettent de l'air dedans et se mettent ça au cou pour traverser au cas où il y a accident. Ils pourront au moins être retrouvés en train de flotter. Je suis allé faire ça. Donc au Bénin, effectivement, cette situation frappe le Bénin de plein fouet. J'ai même la faiblesse de croire que le Bénin, au-delà même de Malanville, souffre plus que le Niger de cette situation. Le port du Bénin, son activité, c'est 60% sur le Niger. Quand vous avez perdu 60% de votre capacité d'action, c'est que vous avez des problèmes. Est-ce qu'il y a eu sur place des réactions pour demander justement à ce que la situation se rétablisse, si tel est que les populations vivent durement tout cela? Oui, à tout seigneur, tout honneur, après mes sensibilisations, il y a eu d'abord des réactions en France, où la diaspora africaine, conduite par le Front patriotique, ce sont des Béninois, ont mené des actions en défaveur de ces sanctions-là. Il y a le Parti communiste du Bénin qui a fait des actions. Il y a le parti Les Démocrates, que je ne soutiens pas, donc ils savent
tout le monde sait que je ne les soutiens pas, mais qui a eu aussi des actions. Le drame et ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction dans aucun des deux partis politiques soutenant le président Patrice Talon. Ce que moi je fais dans le bloc républicain, c'est une action, enfin on dira peut-être je suis sorti des rangs, mais en tant que parti politique, j'attendais que ceux-là, en tant que regroupement politique, se prononcent pour dire ce qui se passe n'est pas une bonne chose. Après 2 mois de tergiversation, il y a eu le président de l'Union progressiste, le Renouveau, le professeur Diogbenou, qui a fait un message alambiqué et totalement confus qui dit le Niger et le Bénin n'ont pas pour vocation de se battre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On veut un soutien franc, un désaveu cinglant contre l'UEMOA et la CEDEAO. C'est ce qui me chagrine. Maintenant, le peuple béninois, à 99%, désavoue l'UEMOA et la CEDEAO. Et pour la petite histoire, le porte-parole du gouvernement béninois désormais, son leitmotiv, ce n'est pas le Bénin qui a fermé la frontière. Le Bénin a été obligé d'appliquer une décision communautaire. UEMOA et CEDEAO. Alors chacun se cache derrière le doigt de l'autre. C'est pour vous dire, répondre à une question à laquelle je n'avais pas répondu. Au fait, et le Bénin, aucun pays en réalité n'est en train d'appliquer, ou plutôt n'était obligé d'appliquer des décisions illégitimes et non fondées. Donc je voudrais que chacun soit pris individuellement responsable, chaque pays soit pris individuellement responsable pour son choix. Le Togo est dans la CEDEAO, dans l'UEMOA, mais pourquoi le Togo ne fait-il pas comme les autres? C'est ça. Alors, docteur, sur toujours cette question des frontières, la question de la réouverture des frontières, pour l'instant, depuis maintenant plus de 2 mois, on n'entend plus des deux côtés, que ce soit du côté du Niger, mais aussi du côté de la CEDEAO et même donc, de l'UEMOA, mais la CEDEAO particulièrement sur ces questions de fermeture des frontières. On n'entend plus d'actions qui sont menées dans la perspective de rouverture de ces frontières. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, les populations souffrent. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour que cette sanction, disons ces sanctions, ne serait-ce que sur l'aspect de la question de l'ouverture des frontières, soit discutée, échangée entre les deux parties pour que les populations cessent de souffrir finalement? Alors moi je crois que, et au passage je voudrais féliciter les acteurs de la société civile nigérienne. Parce qu'ils ont fait beaucoup. Quand on dit le peuple est sorti, il a bien fallu des leaders pour les convaincre à sortir. Tout à fait. Et je voudrais vous féliciter, vous, leaders de la société civile du Niger. Alors, cela incombe à la société civile. Je crois que les politiques n'arrivent plus à trouver un moyen de dialoguer. Il faut les aider. Vous verrez que le jour où la CEDEAO va décider d'ouvrir la frontière, c'est la nuit profonde qu'on remarquera qu'il n'y a plus de frontières fermées, ni au Bénin ni au Nigeria. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué grâce à la mobilisation du peuple nigérien organisée par les acteurs de la société civile. Donc la société civile doit aller au-delà et maintenant prendre l'initiative dans l'espace. Et pour que les présidents comprennent que si jamais ils n'ouvrent pas vite leurs frontières, un vent de marée peut les emporter eux-mêmes. Ok. Alors, on va maintenant parler d'économie, professeur et docteur plutôt. Je vous souhaite vivement d'être professeur. La question des sanctions économiques, on a vu tout de suite la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prendre aussi des décisions en s'alignant sur cette décision de l'UEMOA. Et la conséquence, c'est qu'au niveau interne, dans le pays, le Niger notamment, les banques ont eu de nouvelles attitudes vis-à-vis de leurs clients. Vous, en tant qu'économiste, comment est-ce que vous comprenez cela, qu'un client d'une banque aille au niveau de sa banque, il a son dépôt là-bas, il veut prendre l'argent pour parler terre à terre, mais qu'on lui impose un plafond ou qu'on lui impose en fait, des restrictions pour pouvoir accéder à son dû qui est déposé au niveau de la banque. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que cette sanction, disons, cette décision de l'UEMOA, donc entérinée par la BCEAO, peut expliquer qu'une banque soit dans cette attitude vis-à-vis de son client? Je voudrais aller d'abord à l'UEMOA, puis la BCEAO. L'UEMOA est dans l'illégalité. L'UEMOA n'a pas pour vocation de faire de la politique. Peu doit importer à l'UEMOA qui est président au Bénin, qui est président au Togo, au Niger et j'en oublie. Donc l'UEMOA est dans l'illégalité.
Et la BCEAO, par la même occasion, dans l'illégalité. Le principe sacro-saint d'une banque centrale, c'est de ne pas faire de la politique. Les banques, quand la banque commence pas à faire de la politique, eh bien, l'économie aura des difficultés. Donc, la BCEAO est dans l'illégalité. Et la société civile, les acteurs de la société civile du Niger doivent se constituer en partie et poursuivre la BCEAO devant les tribunaux, d'abord du Niger et à l'international. Nous, moi je suis le conseiller du président de la Confédération des unions des organisations de la société civile, et qui regroupe 54 pays dont le siège est à Abidjan. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans la disposition d'accompagner une action en justice pour que le droit nous sépare. De quel droit justement la BCEAO peut donner de ces genres d'instructions aux banques? Maintenant, il appartient à chaque client de sortir à sa banque le contrat qui les lie quand il faisait son dépôt. Et si la banque peut lui montrer qu'il y avait une clause qui disait que si jamais il y a crise politique dans ton pays, je me saisis de ton argent, eh bien, que chacun aille saisir le tribunal, conduit sa banque devant la justice et demande des dommages et intérêts. Vous allez voir qu'ils vont changer tout de suite. C'est parce que nous n'utilisons pas les instruments juridiques qui sont à notre disposition que chacun peut croire que parce qu'il a fait une fièvre typhoïde ou bien une crise, eh bien, il peut prendre une décision de ce genre-là. Ce n'est pas politique, ce n'est pas communautaire, et aucune règle d'économie ne justifie ça. C'est une aberration et une injustice qu'on ne doit pas permettre. D'accord. En tout cas, ce que je sais au niveau État, au niveau de notre pays, quand même, les nouvelles autorités ont, je crois, saisi les institutions communautaires par rapport aux sanctions de l'UEMOA, comme ça a été le cas au Mali notamment, même si les tribunaux ayant donné raison à l'État du Niger, la BCEAO et l'UEMOA n'ont jamais appliqué. Alors, dernière question vraiment pour finir. Non, mais alors, avant que vous me permettrez... D'accord. Juste en quelques mots. Oui, au fait, c'est ça le problème. Oui. L'État n'est pas aussi puissant en la matière que la relation entre client et banque. Okay. Et ça, le client poursuit sa banque pour violation de contrat. Et on verra si ils vont refuser d'appliquer ou pas. D'accord. Alors, vous êtes, on va dire, partisan d'un nouvel, on va dire, modèle économique basé sur l'économie fondamentale, et vous estimez que cela peut être une réponse pour nos différents pays, pas du fait qu'ils sont dans ces situations de transition, hein, mais peut être une réponse aux questions fondamentales du développement de nos pays. C'est la question de l'économie fondamentale. En quelques mots, dites-nous déjà qu'est-ce que c'est et comment est-ce que des pays comme notre pays, le Niger, peuvent l'expérimenter dans le cadre de leur processus de développement. Alors, économie fondamentale. Je voudrais aller dans la sémantique des mots. Quand vous prenez fondamental, vous avez fondation. Alors, il faut les fondamentaux de l'économie. C'est-à-dire, pour construire ce bâtiment où nous sommes, il a bien fallu mettre une fondation. L'économie fondamentale est la fondation de toute construction économique. Que vous soyez dans le capitalisme, dans le socialisme, quel que soit le type d'économie dans lequel vous êtes, vous avez besoin de construire la base. Et la base, ce sont 7 fonctions essentielles. Il faut que l'État, pas forcément lui-même, mais l'État mette en place des dispositions qui permettent, et par l'activité des uns et des autres, que les populations disposent d'énergie. Et quand on dit énergie, ici c'est électricité, eau, et bois de chauffe ou bien charbon, bref, énergie. En dehors de ça, il faut que les activités des uns et des autres à l'interne permettent à ce que chacun puisse manger. Et alors, donc se nourrir. Et il faudrait que l'activité des uns et des autres permette, dans la même société, permette d'avoir l'éducation, l'instruction. Il faut que l'habillement, mais ce ne soit plus les autres qui vous envoient de la friperie, que le travail national permette d'habiller la population. Il faut que le travail des uns et des autres dans la même communauté permette de construire l'habitat. Et il faut aussi que le travail des uns et des autres permette, c'est-à-dire la santé, se soigner. Et je voudrais m'appesantir sur cela. Vous verrez que si le coronavirus a échoué en Afrique, heureusement, c'est surtout parce que nous avons fait recours à nos tisanes et autres. Pendant que les Blancs mouraient à l'appel, ça n'a pas eu les mêmes effets. Il faut enfin, et nous sommes à la 7e fonction, il faut que le croire et le agir, c'est-à-dire la foi ou la croyance, et on peut dire la religion si vous voulez,
soit contrôlé par l'État. Attention, il y a la séparation de l'État avec la religion. Mais tout ce qu'on, si c'est un pays chrétien, il faut que l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, ait le moyen de contrôler les sermons des dimanches, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et au nom de Dieu, on peut faire beaucoup de choses si on a reçu un mauvais message. Il faut que si c'est un pays musulman, les sermons, les prêches du vendredi, mais soient visités d'abord par le ministère de l'Intérieur, l'autorité, pour voir qu'est-ce qu'on dit au peuple, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Car c'est ça qui fait en réalité qu'il y a de ces réactions au nom de Dieu qui peuvent être dangereuses à la société. Je vous donne l'exemple de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, qui sont des pays éminemment musulmans, mais la prêche du vendredi, c'est l'Union islamique qui valide, et le ministère de l'Intérieur aussi regarde avant que l'imam ne prononce. Bien sûr. Donc ce sont, ce sont les éléments de l'économie fondamentale. Maintenant, un élément fondamental pour le Niger. Le Niger a 15 millions de terres arables bien fertiles et a de l'eau dans le sous-sol. C'est ce qui a une chance d'ailleurs par rapport au Bénin et d'autres pays. Le Niger doit lancer un programme d'aménagement, viabilisation d'au moins 500 000 hectares de terre. Et nous préconisons, si j'avais le choix, je propose au Niger et aux nouvelles autorités que chaque année, on aménage 100 000 hectares de terre qu'on distribue à hauteur de 5 hectares par agent économique et qu'on les mette ensemble à hauteur de 10 et par zone agricole, ce qui fait que 50 hectares seront travaillés par 10 personnes. L'État pourra mettre des tracteurs à crédit à leur disposition. Ils produisent. Au même moment, on a un cluster qui est celui qui rachète leur production. Parce qu'à chacun son métier. Ceux qui produisent ne savent pas forcément vendre. Et c'est dans ce modèle-là que vous pouvez atteindre le plein emploi. Surtout ce qui a été un long slogan durant longtemps, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ça a échoué parce que l'État n'a pas mis en place dans ce que l'État disait qui était pourtant juste, comment parvenir aux Nigériens qui nourrissent les Nigériens. Il fallait aménager, viabiliser les terres. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du collectivisme, non. C'est à l'État d'investir dans ce sens-là. Et cet investissement-là est récupéré sur 10 ans. Donc c'est un prêt qu'on fait en réalité aux paysans qui travaillent ces terres. Merci beaucoup, docteur. Mais en attendant que peut-être tout cela soit appliqué, bon, en tout cas puisse inspirer les nouvelles autorités, je voudrais, en avant-dernière question, juste vous permettre de réagir après cet élément que nous allons suivre sur une rencontre qu'il y a eu hier entre les responsables du Fonds de solidarité pour la souveraineté de la patrie. C'est un fonds qui a été créé justement par les nouvelles autorités pour faire face aux contingences actuelles. Donc les responsables de la gestion de ce fonds ont eu des échanges avec des acteurs du secteur des médias pour élaborer ensemble une stratégie de communication et de sensibilisation autour de ce fonds. Donc le fonds pour la sauvegarde de la patrie, le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. On suit donc juste l'élément du résumé de cette rencontre et je vous permettrai, docteur, donc, de réagir sur l'idée même de la mise en place de ce fonds avant de nous séparer. La plantation du décor de cette rencontre d'échange entre acteurs des médias traditionnels et ceux des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les membres du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie par la responsable en charge de la communication de cette structure a jeté les jalons des présentes conclaves. Une rencontre qui vise à se pencher sur la stratégie de communication et sensibilisation du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, dont la première responsable n'a pas manqué de souligner les objectifs à lui assignés. Le premier objectif, bien entendu, c'est la mobilisation des ressources et le financement au renforcement de capacité des FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en les dotant d'armement, mais également de moyens logistiques, notamment en transport, en moyens de transport. Ensuite, le deuxième objectif que le fonds s'est assigné, c'est la participation à la prise en charge de nos citoyens victimes de déplacements forcés suite à l'insécurité, leur relocalisation, leur intégration locale et leur retour volontaire aux besoins.
Et ensuite, la participation à la prise en charge de tout ce qui est mobilisation sociale qui entre dans le cadre des actions citoyennes. Donc voilà les 3 objectifs que nous nous sommes fixés. À la présidente du fonds de rassurer l'opinion publique sur la garantie de sa redevabilité et sa transparence, tout en levant tout équivoque sur les prélèvements permettant la constitution de ce fonds. Il y a cette catégorie de prélèvements qui sont prévus pour le CNSP, les ressources qui constituent la structure des prix des hydrocarbures doivent rentrer dedans. Et c'est en cela que les Nigériens, ou surtout les jeunes, peuvent constater qu'à partir de maintenant, la ressource pétrolière sert aussi à quelque chose pour son développement. Ce qui est important aussi à ajouter, toutes les mesures qui sont prises, il n'y a aucune mesure qui vient pour impacter quelque part le Nigérien, le citoyen lambda. Il y a des prélèvements qui sont prévus au niveau des appels téléphoniques, au niveau des souscriptions au forfait. Pour cela, pour ne pas créer des problèmes inutiles là où ça ne se pose pas, nous avons bien dit, où l'ordonnance a bien consigné, c'est par consentement du consommateur. C'est quand le consommateur adhère, c'est quand le consommateur veut qu'il souscrit et en ce moment il contribue à travers ses appels téléphoniques au fonds de solidarité. Et même les rubriques concernant les hydrocarbures, ça a été aussi consigné, ça ne doit pas impacter le prix à la pompe. Et tout ce qui concerne les prélèvements sur les tickets de transport routier au péage, des discussions ont été faites avec les compagnies de transport et je vais anticiper, en réalité c'est un prélèvement qui est à leur charge. S'en sont suivis les travaux en groupe sur la stratégie ainsi que l'identification des outils de communication et de sensibilisation qui ont été sanctionnés par d'importantes recommandations. Voilà donc, docteur, on vient de suivre cet élément donc, sur cette activité organisée par le comité de gestion du Fonds de solidarité patriotique. Donc une activité qui vise à rassembler les acteurs du secteur de la communication pour les aider à mettre en place une stratégie de communication et de sensibilisation autour de ce fonds. Alors un mot là-dessus, c'est un fonds, on rappelle, qui a été mis en place par les nouvelles autorités pour donc accompagner, on va dire, la transition avec toutes les difficultés liées aux sanctions notamment. Un mot sur ce fonds, comment vous l'appréciez? Déjà l'idée de sa création, ensuite les différents moyens par lesquels les autorités veulent passer pour l'alimenter, ce fonds. Alors l'idée d'avoir un fonds de solidarité et patriotique, ou bien si je n'écorche pas, est une très bonne idée. C'est-à-dire, même si c'est 1 franc que chaque citoyen donne, il se sentira concerné par la République. Ceci étant dit, les actions justement par contre du Niger ne seront pas financées par la générosité de dont va bénéficier ce fonds. Il va falloir travailler autrement. La communication, ce qu'on demande aux communicants est une bonne chose, mais je crois qu'il faut travailler surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour mobiliser au fait de la diaspora nigérienne. Les Nigériens qui sont à l'intérieur, qui sont déjà sanctionnés par les banques qui leur refusent d'avoir accès à leurs fonds, quoique généreux, ne pourront pas réellement soutenir à sa juste valeur ce fonds qui a le mérite d'exister et qui a le mérite de réunir les Nigériens autour de la patrie. Mais le financement, je compte plus sur les Nigériens de la diaspora que les Nigériens qui sont à l'intérieur. Ceci étant dit, hier j'ai vu un reportage où une jeune fille a donné 800 francs et j'ai trouvé qu'elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'à son âge, donner 800 francs, il faut vraiment aimer son pays. Cela m'a vraiment touché le cœur. Nous sommes aussi en train, et ça fait partie de ce pourquoi je suis venu ici, je suis venu prendre certaines informations pour voir dans quelle mesure nous pouvons participer à mobiliser des ressources. Il y a des schémas pour mobiliser ces ressources-là, pour soutenir le Niger. Parce que le CNSP et le peuple nigérien, et vous représentez le Nigérien sur le plateau, vous n'avez pas le droit d'échouer. Si vous échouez, ce sera une honte pour nous tous. Et nous qui avons cru en vous, qui avons pris des risques à vous soutenir,
on aurait perdu notre temps. Le Niger a le devoir de réussir et nous ferons tout pour travailler ensemble à mobiliser des ressources. Car la clé de tout succès de ce qui se passe là, c'est l'argent et ce sont les ressources. D'accord. Merci beaucoup, docteur. J'allais vous demander votre mot de la fin. J'imagine que ce ne sera pas ça que vous venez de dire. Non. Alors, je voudrais juste dire merci au CNSP et au général Tiani pour nous avoir rendus encore fiers. Parce que ce qui a commencé au Niger doit se continuer ailleurs. C'est le réveil de l'Afrique, au fait. Et ça nous donne la fierté d'être africain. Mais je voudrais surtout solliciter le CNSP à avoir des rencontres périodiques avec les membres, les organisations de la société civile pour les encourager. Vous savez, moi je suis un homme politique et je suis psychologue de la communication. C'est vrai aujourd'hui, ils soutiennent, ça c'est sûr et c'est sincère, mais si jamais ils ne sentent pas qu'on leur reconnaît, pas des rencontres pour leur dire merci, merci, eh ben ça va commencer par s'effilocher. Et si jamais le Niger perd le cœur de cette société civile-là, ah ben c'est foutu. Donc, je demande, je conseille humblement qu'il ne faut surtout pas croire que le soutien est d'emblée. Il faut continuer par les encourager, pas forcément de l'argent, on sait qu'il n'y en a pas, mais il faut leur dire nous vous remercions pour ce que vous faites pour le pays. Merci beaucoup, docteur. Docteur Bertrand Kovy, donc homme politique et économiste. Merci vraiment d'être passé sur le plateau de la télévision Labari avec toutes ces informations sur votre soutien au Niger dans sa nouvelle dynamique, soutien également aux nouvelles autorités de notre pays. Nous allons poursuivre ce journal et je vous invite à rester avec nous pour suivre les derniers éléments de l'actualité avec d'abord cette rencontre organisée ce matin par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, à travers un de ses projets dénommé « Informez-vous des droits pour obtenir un dédommagement correct ». Ils étaient ce matin donc face aux acteurs de Zender, la région de Zender, dans le cadre des rencontres d'échange et de partage d'expériences sur l'installation du pipeline Bénin-Niger. C'était au niveau d'un hôtel de la ville de Zender. Le reportage de notre correspondant à Zender, Ben Salah Moussa. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences initiée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à travers le projet Informez-vous des droits pour obtenir un dédommagement correct, un projet financé par Voice dans le cadre de subventions influencing qui travaille sur l'installation du pipeline Niger-Bénin traversant une trentaine de communes, mais 4 principales qui sont retenues, notamment la commune de Tesker dans la région de Zender, Ourafan dans la région du Maradi, Alela dans la région du Tawa et Dankasari dans la région du Dosso, a comme objectif étudier l'impact positif ou négatif et l'indemnisation des détentions des droits. Nous avons travaillé pendant des mois avec ce monde-là. Donc nous les avons regroupés pour faire un partage d'expérience à travers ce qu'on appelle le lien apprentissage. Chacune des communes a vécu des événements différemment peut-être ou les mêmes, mais que certainement quand les questions sont arrivées, ils les ont traitées différemment. Donc on voudrait que chacune des communes dise son expérience par rapport à ça. Chacune des communes dise quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont pu capitaliser autour donc de ce travail-là et aussi quelles sont les leçons apprises. Durant 2 jours de travaux, les participants vont étudier ces différents aspects et une synthèse sera transmise aux responsables des différentes structures, mais aussi des bailleurs de fonds et particulièrement aux autorités de la transition à travers un dîner gouvernemental pour transmettre l'ensemble des préoccupations des citoyens, discuter avec eux de la nécessité et de la possibilité de pouvoir procéder à cette indemnisation le plus tôt possible. Parce qu'il y a une question qui préoccupe ou qui taraude l'esprit de tous les bénéficiaires, ce qu'on appelle les ayants droit, c'est la question d'indemnisation. Vous savez que l'installation du pipeline donc, a provoqué l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc certains ont été privés de leurs terres, que ce soit des agriculteurs qui ont donc ce qu'on appelle le droit de propriété terrienne et les éleveurs, ceux qui ont ce qu'on appelle communément donc le droit
voies d'usage prioritaire qui sont concernées par cette question-là. Normalement, la loi dit qu'il faut préalablement indemniser avant de commencer les travaux. Maintenant, ça fait pratiquement 2 ans que c'est fait. Il y a beaucoup donc, de communautés qui n'ont perçu aucun copec et ils sont privés de leurs terres de production, que ce soit des champs ou des éleveurs donc, qui sont privés de leur espace de pâturage. Ils n'arrivent plus à paître leurs animaux sur cet espace-là. Donc aussi, nous allons faire le point et nous lançons un cri de cœur aux différentes autorités en vue vraiment de créer les conditions nécessaires pour que les personnes concernées soient indemnisées et rentrent dans leurs droits. Auparavant, c'est la coordinatrice régionale Rotab Zender qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue dans la cité du Damagaram aux participants autour de cet atelier de partage d'expériences sur l'impact positif ou négatif et l'indemnisation des détentions des droits. Et les participants qui sont exhortés à prêter une oreille attentive durant les 2 jours de travaux dans la salle de réunion de l'hôtel Heights Class de la ville de Zender. Du sport, pour refermer ce journal avec cette série de compétitions organisées hier après-midi à la piscine olympique d'État de Niamey. Une série d'activités pour lancer le programme d'action du nouveau bureau de la Fédération nigérienne de sport nautique installé récemment. Le résumé de cette activité avec Sadou Doumi et Adamou Soumana. Pour une entrée à la matière, c'en est une bien réussie par le tout nouveau bureau de la Fédération nigérienne de sport nautique à travers la présente compétition qui se veut le lancement du programme d'action de cette fédération à la satisfaction de ses dirigeants. Ces jeunes-là ont fait plusieurs mois, plusieurs semaines à travailler, à s'entraîner dur dans cette eau bouillante. Et ma foi, vous le savez, comme moi ou mieux que moi, pour un athlète, il faut le mettre dans une compétition, dans une situation de compétition pour le motiver, pour le galvaniser à travailler mieux. Parce que l'athlète est concurrent d'abord à lui-même et à travers son temps. Chaque fois qu'il a une compétition, il cherche à se battre à travers son temps, donc à améliorer son temps. Donc nous, notre mission en tant que fédération d'abord, mais en tant que responsable des infrastructures sportives, c'est de créer ce cadre pour amener ces jeunes à se mouvoir, à se développer, à s'épanouir tout simplement. Vous n'êtes pas sans le savoir que le triathlon commence par la natation. Et beaucoup de nos athlètes avec les sports nautiques sont ensemble. Je pense que c'est une très bonne chose que la Fédération des sports nautiques puisse engager une compétition comme ça parce que les jeunes en ont véritablement besoin. Surtout la piscine olympique a besoin de compétition. Depuis un certain temps, il n'y avait plus de compétition, c'est revenu. C'est vraiment très important pour nous les dirigeants de sport, pour les parents d'élèves et pour les enfants eux-mêmes qui ont envie vraiment de compétir. Cette première compétition de natation a vu le sacre dans la catégorie junior du jeune Marwan dont le père se réjouit naturellement. Nous sommes disposés à l'accompagner avec la fédération qui a fait son baptême de feu parce qu'il y avait la nouvelle élection du président de la fédération de natation qui s'est tenue tout dernièrement à Maradi et qui a vu comme président le président qui est là actuel. Et avec lui, là c'est la première compétition qu'il a eu organisée et nous le remercions vivement parce qu'il a changé le visage de la natation au Niger. Il a changé le visage d'abord de la piscine olympique. Il a su donner la motivation et aux athlètes et aux parents que nous sommes pour que la natation prime au-delà des frontières du Niger. C'est un élève qui est intelligent de son primaire et au collège il est présentement en classe de seconde au CSP Lumière Vive. Nous essayons de mettre le dispositif en place pour qu'il puisse concilier et le sport et les études. Parce qu'il ne peut pas privilégier l'un et laisser l'autre. Donc avec un calendrier que nous avons conçu, je suis membre du domaine, donc nous avons su équilibrer
pour qu'il ne puisse pas aller ses études parce que c'est primordial pour cet enfant. Pour l'heure, cette fédération prépare activement son meilleur athlète de la discipline en la personne de Marwan Abba Hamissou pour aller défendre les couleurs nationales au 15e championnat d'Afrique junior de natation du 6 au 10 décembre prochain en île Maurice. Notons que par reconnaissance pour service rendu à la natation nigérienne, un des meilleurs athlètes pour sa retraite s'est vu octroyer une bourse à l'INJS. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.